Il y a aujourd'hui le basculement de la médecine, qui est une médecine de caractère curatif, à passer forcément dans la médecine de caractère préventif et d'accompagnement. Un accompagnement individualisé de la personne, non pas parce qu'elle est malade, mais pour éviter qu'elle ne tombe malade. Et donc ça veut dire que, et avec des systèmes d'alerte individuels qui font dans un système centralisé. Donc c'est totalement passionnant ce qui est en train de se passer. Totalement passionnant. D'ailleurs on le voit déjà sur la problématique fiscale. Parce que sur la problématique fiscale, aujourd'hui, vous avez l'impression quasiment que l'administration traite votre dossier en 24 heures ou en 48 heures de façon individualisée, parce qu'elle s'est sectorisée. Aujourd'hui, par le numérique, c'est d'abord la sécurisation de l'information que je reçois. C'est le sentiment de ne pas être seul, donc la protection par les clouds que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si je suis seul chez moi, et si mon père est Alzheimer, est-ce que quelqu'un peut déclencher à distance, etc., avec des vidéos, Derrière, il y a évidemment la protection de la liberté individuelle, des données individuelles. C'est un sujet assez lourd. On l'a en matière de sécurité, par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous pouvez parfaitement demander sur votre iPhone je veux inscrire mon enfant dans telle école, quels sont les criminels sexuels qui ont été condamnés dans les 3 dernières années, et on vous cible exactement la localisation des condamnés sexuels qui fait qu'évidemment vous mettez votre enfant ou pas dans cette école par rapport à ça. Et donc on voit bien que par rapport à un certain nombre de sujets, on va pouvoir aussi vous détecter l'endroit où il faut aller, et avec les qualités, parce qu'aujourd'hui la qualité, on voit bien qu'on ne va plus à l'hôtel pour le nombre d'étoiles, on va à l'hôtel pour le commentaire des clients. Et on voit bien que sur les hôpitaux, ça risque aussi d'être la même chose. Sur le droit des patients, qui est un vrai sujet, moi je souhaite que l'on aille vers une espèce de communauté d'intérêt. Aujourd'hui, on sectorise tout, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le patient, de l'autre côté l'acteur, et de troisième côté le gestionnaire de l'hôpital. Or, il faut qu'on retrouve l'affectio sociatis et la communauté d'intérêt. C'est-à-dire que le gestionnaire a intérêt à donner des moyens au toubib, qui doit être conscient de la rareté des moyens, et que le patient n'est pas un consommateur du médecin, mais un acteur, il est co-responsable. Et je pense que nous allons rentrer donc dans une offre nouvelle, c'est la fin de la société de consommation de la médecine, pour être dans la société de responsabilisation de chacun des acteurs de la médecine. Le toubib ne peut pas nier l'aspect coût de la médecine, et le patient ne peut pas nier sa propre responsabilité, puisqu'aujourd'hui nous étions dans un moment où plus les médicaments anti-cholestérol sont bons, et plus je peux me permettre de ne pas respecter mon régime, parce que je me dis, tiens, c'est pas grave, je mange des desserts parce que j'adore ça, mais je le corrigerai avec les médicaments. Non, aujourd'hui, il va y avoir une approche peut-être un peu plus chinoise, c'est-à-dire que l'être que nous sommes va plutôt apprendre à vivre. Enfin, nous, on adore la vie, mais il faut qu'on soit un peu dans l'être. Et l'être, c'est un équilibre psychique, un équilibre physique, et que la problématique de santé rentrera probablement avec une donnée nouvelle que permet le nouvel... c'est de ne pas soigner les corps, c'est de soigner les esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une relation extrêmement forte entre le bien-être spirituel et le bien-être corporel. Et c'est probablement ce qui risque de passer aussi au travers de toute une série de gestion informatique de la ville. La société devient urbaine. Et contrairement à la philosophie chinoise, nous, on est dans la vie, dans la consommation, donc on se déplace, etc., etc., etc. Il va y avoir aussi des tas de capteurs pour vous indiquer où éviter que votre enfant ait la bronchiolite, parce qu'il y a des émissions de CO2 importantes, ou est-ce qu'il y a au contraire des endroits où il y a moins de bruit, etc., etc. Donc il va y avoir des tas de capteurs qui vont permettre à chacun de pouvoir choisir son parcours de vie en fonction de l'équilibre auquel il souhaite parvenir. Ça va être aussi dans vos analyses de repas, l'analyse immédiate de vos calories, des aspects. Donc il y a des tas de choses qui font qu'aujourd'hui, où l'individu n'existe plus parce qu'il va être écrasé par une source d'information, ou au contraire, il va émerger dans sa responsabilité parce qu'on mettra à sa disposition un certain nombre d'informations, et ça veut dire qu'il faut passer son temps à développer le sens critique et à admettre ce qui est le contraire de tout parcours éducatif. Vous suivez un parcours scolaire qui est basé sur des résultats et un travail individuel, alors que tout le parcours professionnel auquel vous allez être astreint, c'est un travail par équipe et par objectif. Et donc on voit bien qu'il y a une inversion culturelle, un choc culturel à mettre en place. Et en matière d'administration, ça va être la même chose, c'est-à-dire que l'administration, au lieu de passer du traitement de masse
qui est l'objectif numéro 1 de l'administration, avec l'écartement ou l'exclusion de celles et ceux qui sont à corps du système et qui sont déshumanisés parce que c'est tapé 1, tapé 2, tapé 3, vous allez pouvoir concilier et le traitement de masse et le traitement individuel. Et donc ça risque d'être assez passionnant comme révolution. Et ça veut dire qu'il faut accepter de vous mettre en réseau, ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez de vous remettre dans le droit à l'erreur du fonctionnaire, il faut que vous acceptiez aussi d'exploiter la faute, ou l'erreur, pardon, parce que je dis toujours droit à l'erreur, pas à la faute. Parce que l'erreur permet d'améliorer l'offre administrative. Bon. C'est-à-dire que lorsque j'étais médiateur, moi je faisais en sorte, j'avais créé une plateforme dans laquelle j'étais à l'écoute des problèmes des gens. C'est-à-dire que le forum, c'est pour que les gens puissent exprimer un certain nombre d'attentes et que l'administration trouve pertinent ou pas d'y répondre. Deuxième élément, c'est un forum citoyen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une relation, en tant qu'administration, vous représentez le collectif. Alors le confort de l'administration, c'est qu'avant, le collectif assurait l'individu. T'es de droite, t'es de gauche, t'es militaire, etc. Aujourd'hui, c'est l'individu qui fera la force du collectif. On assiste à la montée individuelle. Chaque individu veut être créatif, veut être... Et donc c'est difficile pour l'administration qui gère son pouvoir sur le traitement collectif d'accepter la différence individuelle. Ça pose un problème de management chez les militaires, ça pose un problème de traitement de dossiers, etc. etc. Or, la légitimité du pouvoir administratif sera de plus en plus contestée par la contestation qui estimera être de plus en plus légitime. Le rapport entre l'autorité et vous subissez, c'est fini. Il faut que les citoyens soient des coproducteurs du futur, des coacteurs. Et ces plateformes permettent ça. C'est-à-dire que les plateformes permettent une expression citoyenne, une adhésion citoyenne, une critique citoyenne, une attente citoyenne, qui bouleverse généralement les gestionnaires parce que c'est difficile pour un chef de service de santé de se voir accusé d'un dysfonctionnement. Or, tout cela va mettre la notion de transparence dans une administration qui n'a pas l'habitude de la transparence et qui a plutôt l'habitude de l'opacité, va bouleverser les hiérarchies alors qu'on est encore dans une structure verticale et non alors qu'on est aujourd'hui dans une société horizontale, et considère le patient comme devant subir la logique de la santé et non pas comme co-acteur de la... Or, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire plus il y aura ce développement, plus le patient doit être considéré comme un partenaire. Et l'on voit bien d'ailleurs que ça pose un problème de management budgétaire de l'administration de santé, puisque l'administration de santé considère que la T2A, c'est uniquement le temps actif. Et le temps actif, c'est le temps opératoire, pas le temps d'écoute. Or, la relation de confiance nécessaire entre un patient et son médecin, c'est le temps d'écoute. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi revoir les critères de rentabilité et de financement de l'administration. Car ce qui est important, c'est le résultat et l'objectif. Et donc je trouve ça assez passionnant. Donc les plateformes, évidemment, que ça risque d'être intéressant, à condition que ce ne soit pas un moyen de se défausser de ses propres responsabilités. On a transformé sur des plateformes téléphoniques un goût exacerbé de l'accueil. Mais en réalité, c'est un parcours du combattant absolument infernal et très déshumain. Tapez un, tapez l'autre, tapez 3, tapez 4, au bout de 20 minutes, vous avez ras-le-bol. Donc ça veut dire que derrière, on soulage sa conscience par des avancées technologiques, on ne règle pas le problème. Et donc il ne faudrait pas non plus que sur vos plateformes Internet, vous donniez l'impression d'être en train de défausser la conscience ou la bonne conscience des collectivités, des administrations. Ils ont une plateforme, ils n'ont qu'à s'exprimer là. Non, ce qui est important, ce n'est pas le lieu d'expression, c'est le lieu d'écoute. Et le lieu de traitement et d'accompagnement individuel. Il ne faut pas soigner une personne, il faut accompagner une personne à surmonter une difficulté. Le rôle du médecin, par exemple, avec Internet, est en train de changer, puisqu'avant le médecin disait, bon, j'ai repéré ce que vous avez, vous allez suivre ça, terminé. Aujourd'hui, vous allez arriver, si je suis médecin, avec toutes les infos sur votre maladie, et vous serez par contre incapable de savoir quelle est la bonne. Et si vous avez confiance en moi, vous allez dire, écoutez, j'y comprends rien, vous m'avez dit que j'ai ça, j'ai regardé, il y a 10 thèses, laquelle est la bonne? Et le médecin ne devient plus un fournisseur d'informations et un sachant, il est au contraire quelqu'un qui vous guide dans un océan d'informations pour dire, écoutez, moi je vous connais, vous avez tel truc, je vous conseille plutôt ça, etc. Donc c'est plutôt un parcours qu'il faut faire. La question de fond, c'est que nous ne sommes pas en crise. Nous sommes en métamorphose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans l'histoire, il y a eu des modifications profondes de la communication. Je veux dire que par exemple, je prends un exemple, à chaque fois que la technologie a fait un bond considérable en avant, ça a complètement bouleversé notre mode de pensée et notre mode d'agir. S'il n'y avait pas eu de congélateur, il n'y aurait pas eu de grande surface. Parce que vous n'auriez jamais pu acheter. Quand on achetait à un jour, on allait à l'épicier.
on achète à 15 jours ou un mois, on peut acheter à la grande surface. S'il n'y avait pas la mobilité liée aux voitures, on resterait toujours à 3 km ou à une journée à cheval de son lieu d'habitation. Maintenant, on habite à Arras pour aller travailler à Paris, parce qu'avec le TGV, c'est 1 heure. Donc, à chaque fois que les technologies, les technologies ont apporté un plus, et là, il y a eu des avancées. Là, ce n'est pas un plus, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une révolution des modes de matériaux. On est en train de voir une révolution dans les modes de l'énergie. On est en train d'avoir une révolution dans le vivant. Les neurosciences, vous n'imaginez pas ce que ça va vous apporter comme horizon. Vous n'imaginez pas un seul instant. On est dans une révolution sur le numérique, sur le mode de communication. Aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. La presse écrite est en train de disparaître. Est-ce que les gens lisent moins? Les gens lisent plus. Ils lisent par ordinateur. À l'école, au lieu d'obliger à apprendre, on peut aimer à apprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus transférer les savoirs, puisque les savoirs, vous les avez sur ordinateur. Et votre génération, ou la génération qui vous suit, contrairement à la nôtre, nous on a vécu avec l'ordinateur, les jeunes qui montent, ils vivent dans l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus leur dire « je vais t'apprendre des cartes, je vais t'apprendre des trucs », c'est « je vais te donner l'envie d'aller chercher des cartes. Et là, je vais essayer de développer ton sens critique ». Ça veut dire qu'au lieu de remplir les têtes, il faut éveiller les consciences. C'est un choc culturel formidable. Et c'est la même chose pour les toubibs. Et avec les toubibs, on ne va pas dire vous allez faire bac plus 12 et quand vous aurez un savoir, vous serez intelligent jusqu'à la fin de vos jours. C'est non, on va vous permettre d'avoir à chaque fois la capacité de suivre les évolutions technologiques qui vont changer toutes les semaines, voire tous les mois, voire tous les ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir une accélération qui fait que dans un an, on aura déjà, et que je ne supporte plus, moi, d'avoir la fracture. Quand vous discutez avec des jeunes toubibs, vous leur parlez de maladie orpheline, ils vous disent oui, oui, etc. Vous parlez des anciens toubibs, pas au courant, parce qu'ils n'ont pas eu de formation. Et ils ne font des formations continues que lorsqu'il y a des voyages aux Caraïbes, avec des super nanas. Donc aujourd'hui, il faut arrêter ce genre de truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on a une révolution culturelle, et on est dans une métamorphose. Ça veut dire que quand on sortira de la crise financière et sociale, le monde dans lequel on va rentrer n'aura plus rien à voir avec le monde dans lequel on est. Et qu'on aura un rapport par le numérique à l'autre, à l'espace, au temps, fondamentalement différent. La question, c'est est-ce que vous subissez cette métamorphose, et vous serez éjecté du système, ou est-ce qu'au contraire, vous retrouvez l'enthousiasme du futur, et à ce moment-là, on y va. Parce que quand vous dites pourquoi on a peur, effectivement, comme il y a un monde ancien qui est en train de disparaître, et un monde nouveau qui est en train d'apparaître, la destruction précède toujours la construction. Et la douleur de la destruction précède toujours l'enthousiasme. Et donc aujourd'hui, on est dans le désespoir du quotidien, en occultant le bonheur de l'avenir. Et c'est le choc culturel, dans votre philosophie judéo-chrétienne, le futur, c'est la projection du présent. Et surtout, vous, si vous êtes militaire, forcément, vous faites des plans stratégiques, vous dites, voilà, non, mais c'est pas une reproche. Voilà ça, donc la stratégie, 5, on fait une courbe, on fait mathématiques, et on dit forcément, le futur, c'est la reproduction, etc., etc. Si vous acceptez le principe de la métamorphose, le futur, c'est la contestation du présent. Et si vous regardez le futur avec les lunettes d'aujourd'hui, vous êtes sûr d'être planté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 50% d'examens radiologiques en trop. Mais si on investit, on peut avoir aujourd'hui, on peut par des équipements modernes, mettre 30% de bombardement de laser en plus, avec une réduction de 50% du temps, avec des taux de guérison du cancer bien plus élevés. Mais il faut avoir l'équipement. Or aujourd'hui, on est en train de financer la structure, et la structure coûtant cher parce qu'elle ne se transforme pas, on s'interdit les investissements. On a 30% d'ambulances en trop. On a des opérations chirurgicales, on a encore, pardonnez-moi mesdames, mais vous êtes des dames, on a encore, me dit-on, entre 30 et 40% d'ablation du sein inutile en France. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont complètement révoltantes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est dire aux médecins, on veut vous permettre, avec les nouvelles technologies, que vous soyez au top, de votre potentiel. Et pas parce que vous êtes médecin, parce que vous êtes bon praticien. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas recruter des compétences, il faut recruter des talents. Et les talents, il faut les... Bon, ça va... Et si vous ne le faites pas, de toute façon, les types, ils vont avoir un œil sur vous. Vous ne serez plus jamais seul. Et qu'on saura assez rapidement le taux de mortalité dans vos services d'opération cardiaque par rapport à l'autre. Et donc, vous serez flingué. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver, non pas, et qu'on quitte la société de la performance pour aller sur la société de l'épanouissement. Que le mec qui est toubib, il soit épanoui dans l'exercice de sa profession. Formidable puissance de mise en réseau mondiale. Des réseaux. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent en réseau. Pourquoi vous voulez travailler perso ? Il n'y a plus un chercheur aujourd'hui qui ne travaille pas avec des équipes japonaises, des équipes américaines, etc. etc. Donc aujourd'hui, on peut mettre à la disposition des toubibs. On voit aujourd'hui dans les universités, on travaille sur simulateur. Bon.
c'est assez fabuleux. C'est-à-dire qu'avant, on allait viander des cadavres, maintenant, on travaille sur simulateur. Et donc, quand le type arrive, il est opérationnel. Il a fait peut-être déjà 50, 60 opérations du genou avant de se retrouver devant un genou. Donc, ça, c'est assez fabuleux comme révolution. Et donc, ça veut dire que le médecin doit être totalement épanoui dans l'exercice de la matière. Le patient, plus il recevra l'information, mieux ce sera pour aller vers la sécurisation de son parcours, mais aussi sur la prévention. En disant, et on pourra quasiment, on a déjà des trucs assez fabuleux. Alors, mesdames, ça ne vous concerne aucune d'entre vous, mais vous êtes tous souvent frappés entre je fais régime, je fais pas régime, etc., etc. Il y a des frigos qui maintenant alertent les copains quand vous ouvrez un frigo que vous voulez prendre un aliment interdit. Et on dit, attends, là, tu déconnes, tu avais dit, etc., etc. Bon, c'est assez génial ce qui est en train de se passer. Donc, vous n'imaginez pas, ça ne vous concerne pas, c'est évident, ça se voit. Donc, on sort un peu. C'est pas filmé, si. Bon. Voilà, donc je veux dire que ce qu'il faut, c'est qu'on va rentrer dans un monde nouveau où tous nos repères que l'on a, notamment dans l'administration, il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a un bâtiment, il y a un truc. Tout ça, ça va exploser. C'est-à-dire qu'au lieu d'être supérieur, on va être responsable dans l'administration. Au lieu d'être au-dessus et de faire sentir à l'inférieur le poids de son infériorité, on va être au milieu. Et donc, il faut aujourd'hui des responsables administratifs qui animent, qui suscitent, qui innovent, qui prennent des responsabilités. Mais ça veut dire aussi, je reviens à cela, qu'il faut que celui qui prenne des décisions, en tant que fonctionnaire, il ait le droit à l'erreur. Mais pas le droit à la faute. La faute doit être impitoyablement sanctionnée, l'erreur doit être exploitée. Parce que le monde va à toute vitesse, et c'est pas à vous quand vous êtes dans l'aviation. Dans l'aviation, dès qu'il y a un crash, qu'est-ce qui se passe? Du commandant de bord au bagagiste, il n'y a plus de patron. Tout le monde se met autour de la table et se dit, il s'est passé une erreur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Lorsqu'il y a eu cette infirmière qui malencontreusement a donné une dose létale à un bébé qui est mort, on s'est rendu compte, avec toute une série d'enquêtes, que sur l'étiquette, c'était éventuellement confondable, et qu'en plus l'étiquette était en dessous, donc elle ne le voyait pas de façon verticale. Parce que nécessairement il y a eu l'exploitation de l'erreur, il y a eu moyen ensuite de sécuriser complètement les process. Or, aujourd'hui, la dénonciation, enfin non, vous voyez déjà le terme, le dévoilement de l'erreur apparaît comme une dénonciation vis-à-vis des copains. T'es un salaud, t'as dénoncé, t'aurais pas dû dire, et ça remet en péril la stratégie de carrière du patron qui gueule parce qu'il vous auriez dû étouffer ça. Bon. C'est exactement le contraire. Si on pense que la pérennité du service public, c'est la qualité du service rendu, tout ce qui va dans l'amélioration de la qualité est un élément important, que ce soit dans la transparence, que ce soit dans l'exploitation d'erreurs, que ce soit dans la valorisation de l'erreur même, et le droit à l'erreur, pour permettre à chacun de prendre des initiatives. Donc il faut retrouver un système souple, réactif, intelligent, individuel et collectif. Et c'est assez passionnant parce que les nouvelles technologies vont permettre ça. C'est-à-dire que lorsque vous serez en déplacement dans un hôpital, vous aurez exactement la capacité de voir, etc. Voilà. Déjà aujourd'hui. Puisque notre projet, c'est un système d'info, mais un site internet qui aurait vocation à centraliser l'information médicale. Sauf qu'on se dit, les gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont pas formés, etc., qui sont un peu isolés, justement, n'ont pas accès à cette information-là. Et en fait, on ne voudrait pas, par notre projet, cibler une catégorie et accentuer de l'autre côté la fracture numérique et isoler encore plus des gens qui justement ont besoin, peut-être plus que d'autres, de cette information de santé-là. Donc en fait, on voulait votre avis là-dessus. Alors, le numérique permet de relever deux défis républicains. L'égal accès pour tous. Deux, et c'est pas le moindre, l'égale qualité de la réponse. Si vous prenez le constat aujourd'hui, est-ce que l'égal accès pour tous existe? La réponse est non. Oui, pas vraiment. Est-ce que vous avez l'égale qualité de la réponse? La réponse est non. Parce que si vous êtes dans une sous-préfecture, petit hôpital, grand hôpital, vous n'avez pas du tout les mêmes qualités d'examen. Si vous prenez le numérique, il permet de relever ces deux défis. Parce que ça veut dire, de n'importe quel endroit dans lequel vous êtes, vous avez accès éventuellement au pôle d'intelligence médicale que vous souhaitiez, si on parle un peu du réseau, etc. etc. Donc ça veut dire qu'il y a un décloisonnement et une transversalité qu'il convient de mettre en place. La vraie question, c'est que les infrastructures ne valent que par les services.
C'est pas l'accès au débit qui est important, c'est les services qui le permettent. Et évidemment, y a-t-il une capacité pour chacun d'être un usager de ces services? La réponse est non. Puisque l'on voit bien que, selon votre niveau, l'aspect intergénérationnel, et encore, il faut limiter, parce que je connais, moi, des personnes de 80 ans qui utilisent le net de façon bien plus efficace que le jeune de 15 ans. Bon. Ça veut dire qu'il faudra probablement imaginer que dans les collectivités territoriales et au niveau des territoires, mais plutôt intercommunaux, il y ait ce qu'on appelle des cybercentres ou des permettant des guichets d'accueil. Si vous voulez, si on veut avoir un égal accès pour tous, c'est qu'il faut au moins sur des territoires dire tiens, je vais à tel endroit, et là quelqu'un pourra me dire je peux vous mettre en relation avec tel ou tel service. On pratique déjà cela au niveau des cybercentres par des conventions avec les services fiscaux. On autorise les cybercentres à avoir une connexion directe pour aider les gens qui viennent vous voir à remplir leurs feuilles d'impôt, etc., et à bénéficier de cette formidable avancée technique que représente le système Internet. Donc, on ne peut pas imaginer qu'une offre binaire entre l'administration offre et le citoyen soit une offre qui réduise les inégalités. La réponse est non. Donc il y a un échelon intermédiaire qu'il faut imaginer qui permette au contraire, pour celles et ceux qui sont éloignés, alors pour des tas de raisons, ça peut être des raisons de langue, oui. Ça peut être des raisons de précarité, de psy, ça peut être des raisons de fragilité, ça peut être des raisons... voilà, il y a des tas de raisons qui fait que, eh bien, il faut que quelqu'un accompagne la personne, et ça peut être aussi le nouveau rôle des collectivités territoriales et même des guichets d'accueil des administrations. Avant, on demandait à l'administration... Alors, avant, on est passé par plusieurs phases. On est passé par une phase où, dans le guichet d'accueil, on ne mettait pas forcément les gens les plus performants. Bon. Et puis ensuite, c'était souvent considéré comme mineur, l'accueil. C'est-à-dire que, contrairement à l'entreprise, où l'accueil est un facteur déterminant pour la promotion de l'entreprise par le sourire du premier contact, et où le traitement des réclamations était un moyen extraordinaire d'améliorer le process industriel, parce que c'est intéressant de voir les gens qui réclament. Pour l'administration en général, l'accueil est mineur et la réclamation emmerdante, globalement. La preuve en est, c'est que quand on traite aussi la réclamation, on a toujours peur du procès, et on trie les courriers de réclamation en fonction de la potentialité d'un procès plutôt que non. Et on essaie d'attirer un peu au-delà des 2 mois au-dessus desquels il n'y a plus de réclamation du recours administratif. Donc c'est des choses un petit peu hypocrites quand même. Donc sur la problématique que vous évoquiez, je pense qu'il y a possibilité... Et donc l'accueil de cette fonction mineure est ensuite passé dans le regard des gens à un accueil qui sait tout. Non seulement vous m'accueillez, mais vous me répondez immédiatement. Et j'ai du mal à admettre que vous ne soyez pas capable de répondre à mon problème, alors que les problèmes deviennent de plus en plus compliqués. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va rentrer dans un accueil dit moderne, c'est-à-dire un accueil capable de pouvoir orienter votre question, de vous dire, écoutez, non, je ne peux pas vous répondre. Oui, mais qui peut me répondre? Je ne sais pas. Bon, là, vous faites... Et donc, il faudrait imaginer un système un peu à l'espagnol, où en Espagne, quand vous allez en région catalane, vous avez une maison des services publics dans laquelle vous avez tout. C'est-à-dire vous avez l'endroit où vous pouvez faire vos passeports, vos réclamations sociales, et vos fiscales, et vous êtes dans une maison de services publics. Alors que souvent, quand vous êtes en France, avant que même Pôle emploi ne soit, mais avant vous alliez faire les édics au sud de Paris, puis les déclarations trucs au nord de Paris, enfin si vous êtes dans la région lilloise, vous voyez bien comment ça se passe. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de faire un dossier qui nécessite plusieurs visas administratifs, vous êtes obligé de courir de droite à gauche. Bon. Donc peut-être faudra-t-il aussi réfléchir à un point unique, c'est-à-dire comment concilier l'unicité de l'accueil, la diversité des questions, et l'unicité et la transversalité pour l'élaboration de la bonne réponse. Voilà.